Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parquet d'Étoiles, votre magazine dédié à l'Afrobasket Homme 2025. Cette journée du 15 a tenu toutes ses promesses et c'est justement ce qu'on va analyser et décrypter avec notre invité du jour, Ouma Kamara Sampil, expert du basketball africain. Bienvenue sur Sport Ivoire TV. Notre invité est bien en plateau, c'est Ouma Kamara Sampil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce numéro de Parquet d'Étoiles. Merci. Voilà. Très heureux d'être là. Et on espère qu'on a vécu une belle journée, cette journée du 15. Magnifique, impressionnante, avec toutes ces promesses et toutes les émotions qu'on peut vivre dans le basket. Qu'on peut vivre, d'accord. Donc dans ce cas, moi je vous propose d'aller vérifier les résultats de cette journée du 15. C'est dans les résultats et statistiques. Et voilà pour les résultats, mais derrière chaque performance des athlètes, il y a des hommes qui ont façonné l'histoire. Aujourd'hui, Faiseur d'Étoiles rend hommage à l'un des plus emblématiques d'entre eux. 19 ans à la tête du basket tunisien, 3 titres continentaux, une empreinte bien visible. Aujourd'hui, Faiseur d'Étoiles braque les projecteurs sur Ali Benzarti, l'architecte de l'âge d'or tunisien. Ali Benzarti, presque 2 décennies aux commandes du basketball tunisien. Un homme qui a su transformer une fédération locale en machine à trophées continentaux. Un bâtisseur, un stratège, parfois controversé, mais dont l'empreinte reste indélébile. Arrivé à la tête de la fédération tunisienne de basketball en 2006, Ali Benzarti a tout de suite imposé son style, volontaire, visionnaire et surtout gestionnaire hors pair. Sous son leadership, la Tunisie est passée du statut de outsider à celui des références du basketball africain. L'épopée 2011, Bamako, l'Afrobasket. La Tunisie renverse l'ogre angolais en finale. Salah Medjri en MVP, Keshri et Ben Romdan en artisan. Benzati, lui, orchestre en coulisses. L'image de l'équipe nationale soulevant le trophée devient symbole d'un projet devenu réalité. Ça, c'est le trophée du championnat d'Afrique. On l'a eu quand on est rentré de Madagascar, entouré du ministre des Sports, du coach et de la secrétaire d'État. 2011, après la Révolution, le premier titre tunisien après la Révolution à l'échelle continentale. C'est Ali Benzarti, le président de la fédération, c'est moi-même. J'ai vécu un moment extraordinaire. Surtout après la Révolution, c'est le premier cadeau qu'on a offert pour le peuple tunisien et la jeunesse tunisienne. Et c'est extraordinaire, ça vient du basket. Et ce n'était qu'un début. 3 titres d'Afrobasket au total, 2011, 2017, 2021, 2 coupes arabes, plusieurs podiums méditerranéens face à des nations comme la France ou la Grèce. Le palmarès est lourd et historique. Mais Ali Benzarti, c'est aussi un gestionnaire de l'ombre. L'homme derrière la réussite logistique de l'Afrobasket 2015 organisé en Tunisie. Celui qui apporta la candidature pour accueillir l'édition 2017. Un manager qui savait aussi mobiliser, soutenir, comme en 2016 lorsqu'il intervient personnellement pour venir en aide à une ex-capitaine de la sélection hospitalisée. En 2016, il est réélu président sans opposition, avec 43 votes sur 43. Une mainmise totale sur l'institution. En avril 2025, après 19 années de règne, le ministre des Sports dissout son bureau. Une page se tourne officiellement. Mais pas totalement, car Benzarti reste vice-président du comité olympique tunisien, toujours influent, toujours présent. Ali Benzarti est-il l'ultime dinosaure du sport tunisien? Peut-être. Mais il fut surtout un stratège, un architecte du succès. Un homme qui a su penser son sport comme une institution à part entière. Ali Benzarti, un manager au bilan dense, un dirigeant aux méthodes discutées. Mais une chose est sûre, le basketball tunisien ne serait pas celui qu'il est sans lui.
Un manager à la longévité très rare, un palmarès impressionnant, Ali Benzarti n'a pas que bâti une équipe, il a façonné, on va dire, un idéal. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de Ali Benzarti? Déjà, M. Ali Benzarti, que j'ai eu la chance de côtoyer, est un grand manager, un grand président de fédération. Il a poussé le basket de la zone 1 très loin. Surtout, ce qui est impressionnant, c'est que c'est sa capacité à pouvoir mettre un projet sur la durée. M. Benzarti est un entrepreneur aguerri, qui a beaucoup de sociétés, notamment informatiques. Et au-delà de ça, il a eu une génération dorée. Il est arrivé à la tête de cette fédération en 2006. Il a quitté cette fédération il y a peu, en 2025, je pense par des raisons politiques, puisqu'il a été réélu l'année dernière. Mais au-delà de ça, on retiendra qu'il a permis à cette équipe tunisienne d'avoir son premier joueur en NBA, qui est Mejri, et d'avoir réussi à avoir 3 titres continentaux, ce qui est énorme, et a montré que avec beaucoup de travail, notamment au niveau local, on peut développer un basket africain de qualité. Et justement, parlons de basketball tunisien. On vous propose maintenant de découvrir cette équipe tunisienne de basketball dans Pays d'étoiles. Au cœur du Maghreb, entre les vagues de la Méditerranée et les dunes du Sahara, la Tunisie ne se contente plus de raconter son histoire millénaire. Elle écrit aujourd'hui une nouvelle page, celle du basketball. Dans les rues animées de Tunis, un ballon rebondit et avec lui les rêves d'une jeunesse. Ici, la balle au panier ne fait pas que vibrer les cœurs, elle réveille les ambitions d'un pays tout entier. Pour comprendre cette ascension, il faut revenir aux pionniers. Salah Mejri, 2,17 m, premier Tunisien à fouler les parquets de la NBA. Son parcours inspire, il montre que tout est possible. À ses côtés, Radouane Slimane, capitaine infatigable. Il incarne la passion et la longévité. 2 figures, 2 trajectoires, un même rêve, porter haut les couleurs tunisiennes. Mais derrière chaque étoile, il y a des clubs, des villes, des supporters. À Monastir, l'US Monastir est l'élite. Le club enchaîne les victoires et brille en Africa League. Et cette excellence repose sur une base solide, la formation. À Nabel, Sousse, Tunis, des académies accueillent chaque jour des jeunes passionnés. Ils y apprennent les fondamentaux, la rigueur et surtout la fierté de représenter leur nation. De ces centres sont nés les visages du renouveau. Yassine Toumi, ailier fort de 2,04 m. Youssef Ngadour, pivot solide. Omar Abada, meneur de jeu. Il a brillé avec 19 points et 8 passes décisives contre l'Angola lors des éliminatoires de l'Afrobasket 2025 qui se déroule en ce moment au Luanda. Aujourd'hui, la Tunisie joue gros à l'Afrobasket 2025. Double tenant du titre, elle affronte le Nigeria, le Cameroun, le Madagascar. Une défaite face au Nigeria 87-66, mais l'espoir reste intact. Les Aigles de Carthage restent en lice dans le groupe B. Le basketball tunisien, c'est une histoire de passion, de persévérance et de fierté. Et dans chaque rebond, c'est une nation qui avance. L'avenir s'annonce prometteur et les rebonds ne font que commencer. Et voilà, c'était Pays d'étoiles, gros plan sur la Tunisie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer cette équipe tunisienne comme l'un des cadres des pays africains dans le basketball? Oui, la Tunisie est un cadre du basketball africain. Depuis quelques années, on voit très bien que sur la longévité de cette équipe, depuis 2011, ils ont remporté 3 titres, ce qui est impressionnant. Mais il faut savoir d'où vient cette équipe. Cette équipe a été préparée depuis les années 2000. Depuis les années 2000, ils font des stages. On a un entraîneur emblématique, Tatli, qui s'est battu pour façonner cette équipe, pour prendre des jeunes et les monter jusqu'à ce niveau. On voit très bien que une équipe se bâtit pas en 1 an, 2 ans. C'est sur une dizaine d'années. Il faut 10 ans de préparation pour arriver à un titre d'Afrique. Et la Tunisie l'a montré. Elle a su renforcer ses infrastructures. Elle a su mettre un championnat de qualité. Elle a su développer des jeunes. Et c'est ce qui a permis cette réussite, surtout au niveau local. Et on a vu très bien que ça a créé une génération qui a permis d'avoir le premier joueur en NBA de la Tunisie, qui est Mejri, qui a été impressionnant, qui a fait une belle carrière.
Et donc, on voit très bien que la Tunisie a été et est encore un cadre. Malheureusement, on est sur une nouvelle génération. Oui. Cette génération vient en déclin. On change de président. Donc, forcément, il va avoir peut-être… Quelques bousculades. Je dirais une zone de vague. Oui. Qui va devoir permettre à cette équipe tunisienne de se reconstruire. Parce qu'on change de gouvernance, on change complètement d'administration et c'est ce qui va être compliqué pour cette équipe tunisienne à l'avenir. D'accord, c'est ce qui va être compliqué. Justement, on est arrivé à la partie la plus importante de cette émission-là, c'est justement l'analyse et les décryptages, et c'est dans Écho du parquet. C'est le moment de la zone de vérité avec notre invité. Alors déjà, en observant les 4 rencontres de cette journée-là, quelle tendance se dégage aujourd'hui des collectifs? Ou qu'est-ce que vous retenez de ces 4 rencontres? Alors, je retiens sur la première rencontre Nigeria-Tunisie que le Nigeria a dominé physiquement. Ils ont un impact physique très, très fort. Très, très fort. Techniquement, les joueurs individuellement sont bons, mais je pense qu'il y a un manque de collectif encore. Toute cette équipe a dominé physiquement. C'est la même chose que pour le Cameroun. On voit qu'ils ont gagné de justesse, mais ils ont une domination physique qui leur ont permis de gagner. Oui. Contrairement aux équipes comme Madagascar et le Cap-Vert, et j'oublie pas la Côte d'Ivoire, qui non seulement cette équipe ivoirienne est technique, mais aussi physique, mais surtout l'équipe de Madagascar et le Cap-Vert, qui sont des équipes très techniques avec un gros collectif. Oui. Donc, on a 2 tendances qui se dégagent. On a des équipes qui gagnent par l'impact physique et d'autres équipes qui gagnent par leur collectif. Donc, c'est 2 styles de jeu différents. On va voir ce que ça va donner jusqu'à la fin, mais on a vu quand même 2 tendances qui se dégageaient. Peut-être le Cameroun et le Niger, par manque de préparation, n'ont pas pu développer leur collectif, contrairement à Madagascar, au Cap-Vert et forcément à cette équipe ivoirienne qui développe quand même un beau collectif. Et on l'a vu hier. Alors, cette journée a tenu toutes ses promesses. On va maintenant parler du match de la Côte d'Ivoire face au Cap-Vert. Que retenez-vous en priorité de cette victoire-là qui s'est jouée à coude à coude? C'est un match à couper le souffle. Ça s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Faut pas être cardiaque. On a vu une équipe ivoirienne qui ne lâchait rien jusqu'au bout. Elle a été déterminée. Même quand elle était menée, elle a eu cette capacité à revenir au score. Et jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière possession, elle était menée. Et avec ce courage, cette énergie, cette envie, on a retrouvé l'équipe de football. La même âme qu'on a retrouvée dans le football, on l'a retrouvée dans cette équipe de basket. Et on peut dire que la Côte d'Ivoire never give up. D'accord. Avec l'action décisive de Jean-Philippe Dali aujourd'hui sur le rebond offensif, le panier de la gagne, qui fait basculer aujourd'hui le match. Est-ce qu'on peut parler de moment historique ou simplement un exploit ponctuel? Non, l'exploit historique, ça a été de voir la Côte d'Ivoire en finale et proche de regagner cette compétition. Je dirais que c'est un effet ponctuel parce qu'on ne sait pas ce que la Côte d'Ivoire nous réserve encore. C'est-à-dire que dans ses plus grands retranchements, elle a eu cette capacité de battre cette magnifique équipe du Cap-Vert. Donc maintenant, on peut s'attendre à tout avec cette équipe. Et aujourd'hui, ce qui serait historique, c'est d'aller encore chercher le titre. Chercher le titre, justement. Et on va parler de cette équipe nigériane-là qui a impressionné par sa défense. C'est 17 points, suppète de balles, 16 en contre-attaque. Que dit de cette performance, de la cohérence tactique de cette équipe? Moi, je dirais que c'est la Tunisie qui est pas forcément au niveau auquel on peut attendre une équipe à cette compétition. Je dirais que le Nigeria a gagné par son impact physique, sa défense. Si une équipe gagne par sa défense, c'est forcément qu'elle a un impact physique énorme. Donc, je dirais que c'est vraiment sa qualité physique qui lui a permis de passer au-dessus. Maintenant, il faudrait qu'elle soit une construction collective pour aller battre des équipes beaucoup plus compétitives que l'équipe de Tunisie cette année. Et puis, on a la RD Congo qui a surpris le Rwanda 65-58 grâce à une défense solide de Jordan Sako dominant. On voit les chiffres ici, hein, ils sont clairs, 21 points, 14 rebonds, 4 contre. Est-ce que selon vous, c'est une performance isolée ou le signe d'une vraie montée en puissance de la RD Congo? Non, le Congo, c'est une montée en puissance. On a vu déjà qu'aux éliminatoires, le Congo avait surpris le Sud-Soudan. On voit qu'ils ont un coach expérimenté, Michel Perrin, qui connaît très bien le basketball africain. On a vu que sur ce match-là, au contraire, je pense que le Congo s'est fait peur parce qu'ils ont dominé le premier quart-temps sur un score de 28-18 et ensuite ils ont perdu les 3 autres quart-temps, mais cette avance leur a permis de gagner le match. Donc on voit très bien que sur le deuxième quart-temps, 19-14, c'est le Rwanda qui gagne, le troisième quart-temps, pardon, et le quatrième quart-temps, 15-14. Donc, on voit très bien que le Rwanda a gagné les 2 derniers quart-temps, mais grâce à l'avance que le Congo avait eu au premier quart-temps, ils ont réussi à s'imposer. On voit vraiment aussi que Jordan a un vrai impact. C'est un joueur qui jouait dans la Basket Africa League, qui jouait à Fous Rabat, et on a vu vraiment son impact dans le jeu. Maintenant, je pense que le Congo manque de constance. C'est-à-dire que si
ils arrivent à mettre un peu plus de constance et à poser leur jeu, ils pourront inquiéter beaucoup d'équipes. Inquiéter beaucoup d'équipes. Et puis, on a le Cameroun qui l'a remporté, vous l'avez dit, avec l'impact physique. On va voir ici, dans les points de transition, sur les pertes de balles et en seconde chance aussi, faut-il voir cette équipe comme une équipe opportuniste ou une équipe encore en quête de régularité? Alors, le Cameroun, c'est l'énigme. Un coup ça va pas. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Le Cameroun s'est fait très peur. Sans leur meneur Hill, ils perdaient ce match parce qu'ils ont sous-estimé cette équipe de Madagascar qui, je le rappelle, a un très beau collectif, a un coach hyper compétent, John Douaglin, qui est expérimenté. Et on voit très bien que c'est le Cameroun qui s'est fait peur. Le Cameroun qui a sous-estimé cette équipe de Madagascar qui progresse chaque année. Donc attention. On n'a pas vu leur Américain sur leur joueur NBA sur le terrain. On a vu une équipe camerounaise qui a douté, qui a fortement douté, et on a vu un manque de collectif. Et on a vu des individualités qui les ont fait gagner ce match, notamment Hill, qui a été extraordinaire sur ce match. Et voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses quand même à dire sur cette journée du 15, mais on est à la fin. On va maintenant parler d'ambiance. Le match de la Côte d'Ivoire face au Cap-Vert, on a vu beaucoup les Cap-Verdiens qui mettaient beaucoup de pression. Ils y étaient vraiment dans l'aréna. Oui, alors le Cap-Vert, ça a toujours été une équipe compétitive. Il faut savoir que cette équipe-là, ils jouent ensemble depuis une dizaine d'années. C'est une équipe aussi qui a été très impressionnante à la Basket Africa League. L'équipe capverdienne est arrivée en quart de finale et donc c'est pratiquement la même équipe qu'on a retrouvée. On a retrouvé un Ivan Almeida extraordinaire, avec un niveau de jeu exceptionnel, une maturité très très impressionnante. Qui a permis à cette équipe de rivaliser justement avec l'équipe ivoirienne. Et on n'oublie pas Tavares qui reste toujours là. La tour jumelle, enfin la tour, pas jumelle, mais la tour World Trade Center qui est toujours là dominante, qui a posé beaucoup de problèmes à l'équipe ivoirienne. Maintenant, Costello aussi a été très bon, mais vraiment respect à cette équipe capverdienne qui risque, comme je l'ai dit, d'arriver soit en quart, soit en demi-finale. Soit en demi-finale. Bon, là, nous sommes à la fin de cette émission au Parquet d'Étoiles. Ça dure pas longtemps. C'est vrai que c'est passionnant. Merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir. Et on va se donner rendez-vous très prochainement. Très bientôt. Et voilà, c'est ça, Parquet d'Étoiles, du jeu, de l'humain, de l'émotion. Merci de nous avoir suivis. Merci de vivre cette passion avec nous. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode sur le même parquet. Bonne journée sur Sport Ivoire TV.